Bonjour à tous et bienvenue sur Byzance pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous accueillons Patrick de Brouin. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation 46e sur la liste Renaissance de la République En Marche pour les élections européennes du 26 mai. Vous êtes inspecteur de l'action sanitaire et sociale. Ma première question pour vous est très simple. Pourquoi avoir choisi de figurer sur cette liste ? Vous êtes un homme du MoDem, pas de la République En Marche à la base, et donc êtes-vous heureux de cette alliance MoDem-La République En Marche ? Si j'étais pas heureux de cette alliance, je pense que je ne serais pas là en train de porter l'Europe avec nos collègues de la République En Marche et d'autres notamment d'agir. Je suis heureux dans la mesure où je me suis engagé aux côtés de François Bayrou un petit peu après 2007, où d'ailleurs avec le recul on se rend compte combien l'élection de François Bayrou à l'époque était un petit peu le précurseur, le début d'une recomposition politique, et notre objectif c'était de réformer le pays. Et dans la mesure où l'alliance entre le MoDem et la République En Marche, et avec d'autres, a créé une impulsion et a permis l'élection d'Emmanuel Macron et d'engager les réformes dont on parlera peut-être, mais qui sont en train de changer en profondeur le pays, la France. Je rappelle qu'on a un taux de chômage qui, bien qu'étant encore supérieur à la moyenne de l'Union européenne, est le plus bas taux de chômage depuis 10 ans. On a un pays qui a retrouvé de la prestance à l'international, qui s'est parlé de 1 à 1 face au président Poutine, de 1 à 1 face au président Trump, et qui a retrouvé son rôle de locomotive au sein de l'Europe. On ne peut de locomotive. De locomotive. Ça a quand même un petit peu du mal à bouger les lignes en Europe, toutefois, sans le moteur franco-allemand dont on parle tant. Est-ce que vous avez l'impression que Emmanuel Macron a réussi, après 2 ans de mandat, à vraiment faire bouger les lignes en Europe et être, comme vous le dites, la locomotive ? Oui. C'est pas parce qu'il y a quelques portes qui claquent entre dirigeants européens. Vous savez, dans la négociation, on ne peut jamais être d'accord sur tout. Encore une fois, comme je vous le disais à l'instant, la question, c'est pas de savoir si tout va toujours bien dans le meilleur des mondes. La question est de savoir si on arrive à parler de 1 à 1 avec nos partenaires. Je vais prendre un exemple, rien qu'un exemple, pour revenir très rapidement sur le sujet de l'Europe. Partout où je vais, quand je parle de l'Europe, auprès de nos concitoyens, en moins de 5 minutes, on me parle de l'Europe sociale. On me parle de dumping social. On me parle de dumping fiscal. L'une des réformes les plus structurantes actuellement, c'est quoi ? C'est le socle européen des droits sociaux et c'est la réforme travail détaché. Réforme travail détaché qui a été impulsée par la France, qui était un sujet en souffrance pratiquement pendant 10 ans. C'est la France, à travers Emmanuel Macron, qui a relancé les débats, si j'ose dire, et qui a relancé cette renégociation un petit peu à la fin de l'été 2017, avec des marges de progression, certainement, mais en tout cas, on a mis le pied dans la porte, et à travers ce seul exemple, je pense qu'on peut considérer que la France a retrouvé ce rôle de locomotive. Et alors, comment se passe la campagne jusqu'à présent pour vous ? On ne va pas se mentir, une campagne des européennes, c'est ma 3e. Enfin, 3e en tant que militant, que personne impliquée. Ce n'est pas ma 3e en tant que candidat, c'est ma 2e campagne en tant que candidat. C'est toujours un petit peu difficile de faire campagne sur l'Europe, parce que ça paraît lointain, parce que ça paraît abstrait, parce que ça paraît institutionnel. Alors comment ça se passe ? Il faut aller sur le terrain. Il faut aller sur le terrain, il faut aller vers les gens. Soit dans un cadre public, soit dans un cadre un petit peu plus restreint, et il faut débattre, comme on le fait actuellement, de choses concrètes, et on peut très rapidement, en 2 ou 3 minutes, expliquer à tout à chacun que l'Europe, elle a des conséquences, elle a des impacts concrets dans la lutte contre le dumping social, comme je l'expliquais un instant, dans la lutte contre le dumping fiscal, pour nous protéger également des effets indésirables de la mondialisation, pas nous protéger complètement de la mondialisation, parce qu'il y a des choses au contraire où il faut épouser le mouvement de la mondialisation pour
infléchir cette mondialisation pour reprendre du champ, encore une fois, pour reprendre ce rôle de locomotive à l'international. Donc voilà notre travail au quotidien, c'est d'aller au-devant des personnes et débattre. Qu'est-ce que vous pensez de Nathalie Loiseau, la tête de liste de La République En Marche? Est-ce que vous trouvez que c'est un bon choix? On a vu qu'il y avait quelques difficultés lors des débats à s'imposer, un manque de prestance peut-être, diront certains. Quel est votre avis là-dessus? Alors, qui dit ça? On le voit, on l'entend. Oui, mais qui dit ça? Parce qu'encore une fois, je vous l'évoquais à l'instant, quand vous allez au-devant des Françaises et des Français, les gens vous parlent très peu des têtes de liste, ou même des candidats, ou même de Patrick Debrune, ou même d'un autre. Très rapidement, il y a ce souci de parler d'Europe. Donc ça, c'est un premier point. Si vous voulez, mon sentiment personnel, oui, Nathalie Loiseau est une excellente tête de liste. Maintenant, si vous voulez me faire dire qu'elle est une candidate disruptive, c'est une candidate disruptive. Mais qui veut ça? C'est pas La République En Marche, c'est pas le MoDem. Regardez un petit peu ce qui se passe depuis... on parlait tout à l'heure de mon adhésion au MoDem, ça fait 15 ans que nous lançons ça. Ce mouvement dans la société, ce souci d'avoir... de réserver une place beaucoup plus importante à la société civile et un peu moins à des professionnels de la politique qui sont dans les radars pendant 30 ou 40 ans. On ne peut pas d'un côté demander plus de société civile, de demander à avoir plus de personnes qui ont des compétences et que ces personnes viennent pendant 5 ans mettre leur carrière professionnelle entre parenthèses pour faire de la politique, et en même temps demander à ces personnes que ces personnes soient complètement dans le moule de la communication politique. Donc tout ça est très cohérent. Et en ce sens, moi je pense que Nathalie Loiseau est l'incarnation parfaite de ce qu'il faut pour redynamiser le débat politique en France. Et en Europe. Et en Europe, évidemment. J'aimerais bien passer un petit peu, j'ai une question sur le Brexit. On a beaucoup parlé de savoir si les candidats britanniques allaient pouvoir candidater justement à l'Europe. Finalement, c'est le cas. Est-ce que vous êtes pour? J'ai pas à être pour ou à être contre. C'est une bonne chose de leur permettre de candidater pour finalement sortir quelques mois plus tard. Vous trouvez que c'est une campagne qui en vaut la peine? Alors, à titre personnel, j'ai pas à être pour ou être contre. L'histoire du Brexit, vous la connaissez. Ça a été un psychodrame. Entre parenthèses, ça montre que c'est pas si simple que ça de sortir de l'Europe et que même celles et ceux qui étaient partisans d'un départ de l'Europe se rendent compte que finalement il y a peut-être plus à perdre à y gagner, et on peut regretter l'espèce d'ornière dans laquelle les Britanniques ont réussi à se mettre à travers la question du Brexit. Dans la mesure où il n'y avait pas d'accord, les traités imposaient de facto à ce que les Britanniques participent à cette élection. Si vous voulez mon avis tout à fait personnel, moi je regrette qu'on n'ait pas pu trouver une issue au Brexit plus rapidement. Je pense que c'était dans l'intérêt des Britanniques et c'était dans l'intérêt des Européens. Dans la mesure où ça se passe de cette façon, il faut faire avec. Il y a juste une chose dont je suis méfiant. Il ne faudrait pas que ce soit une opportunité pour Nigel Farage et en général les nationalistes, les populistes. Je vais au-delà de votre question. Hein. C'est non seulement de se présenter aux élections, mais finalement de rester dans la situation qu'on connaît depuis 2 ans, encore pendant 5 ans. Parce que ça serait un coup politique absolument extraordinaire, si j'ose dire, de la part des populistes, pour faire ce qu'ils veulent faire, c'est-à-dire paralyser l'Europe. Être dedans et être dehors. On rappelle que Nigel Farage et son nouveau parti sont les premiers dans les sondages. Et à titre personnel, indépendamment de savoir si c'est bien, s'il participe aux élections, pour finalement partir, c'est pas ça, moi, qui me préoccupe. Ce qui me préoccupe, c'est à 2 ans, 3 ans, 5 ans, est-ce qu'on n'est pas en train de mettre le doigt dans quelque chose de piégeur? J'aimerais partir maintenant sur les propositions de votre parti pour ces élections.
Et j'ai lu dans votre programme que vous souhaitez diminuer le nombre de commissaires européens. Est-ce que vous êtes sûr que c'est vraiment une bonne mesure de supprimer des commissaires européens quand on sait qu'il y en a 28, comme l'exact nombre de pays qui sont dans l'Union? Alors, Est-ce que ça ne risque pas de causer une inégalité entre les pays? cette question, qui est une mesure qui peut paraître être une mesure sectorielle, elle renvoie à une question de fond. C'est qu'est-ce qu'on attend des institutions européennes? On a une Europe qui s'est bâtie sur une juxtaposition de pays, une juxtaposition de représentation des États. Ça devait certainement se faire comme ça, sinon ça ne se serait pas fait. Moi, je prends le parti de penser qu'il faut passer à autre chose. Il faut qu'on passe de la méthode intergouvernementale à la méthode résolument intégrée et parlementaire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, si vous me permettez l'expression, il faut plus s'exciter sur le fait d'avoir nécessairement un commissaire européen parce qu'il y a 28 pays. Il faut avoir un nombre de commissaires européens qui fasse sens par rapport au nombre de délégations et de cohérence qu'on veut mettre à ces délégations. Il est urgent de sortir de la méthode intergouvernementale. Et le fait de sortir de cette logique, il faut 28 commissaires parce qu'il y a nécessairement 28 pays, c'est un début pour sortir de la méthode intergouvernementale, qui nous met dans l'ornière aujourd'hui, il faut être très clair. J'ai également lu que vous êtes pour le maintien du siège du Parlement européen à Strasbourg. Oui. Alors je sais que vous allez me dire que c'est un débat récurrent et que les médias mettent trop souvent cela en avant, le fait que le Parlement coûte très cher. Est-ce que vous ne pensez pas que rapatrier, centraliser les choses à Bruxelles pourrait être un gain économique considérable? Rapatrier le Parlement a un gain économique considérable. Oui. Moi, je pense. Alors, ça se discute. Ça se discute parce que quand on regarde un petit peu plus près, on se rend compte que rapatrier cette infrastructure, ça aurait un coût, plusieurs centaines de millions d'euros. Donc déjà, moi, je suis un peu prudent par rapport à cette affirmation qui consiste à dire qu'on ferait des économies. Moi, je pense que ça aurait un coût. Il y a un hémicycle quand même à Bruxelles. Oui, mais je ne suis... Ça coûte cher de déménager les dossiers, affréter les TGV. Oui, enfin, il y a débat. Très franchement, il y a débat. J'ai pas forcément toutes les clés parce que c'est un dossier très technique, vous l'imaginez, mais je ne suis pas sûr que l'argument financier soit le principal argument. Il faut quand même avoir en tête qu'on est sur quelques dizaines de millions d'euros de fonctionnement sur un budget de l'Europe qui est de 150 millions, un peu plus, 160, 165 millions d'euros par an. Je pense très sincèrement que les Européens ont d'autres priorités. Justement, peut-être les Européens ont envie de s'unir autour de l'identité européenne, c'est ce que vous prenez dans votre programme, notamment en augmentant les fonds alloués au programme Erasmus. Vous voulez le tripler, si j'ai bien lu. Est-ce que, au-delà de la solution qui est de vraiment promouvoir le partage et les échanges, est-ce que vous pensez que c'est vraiment ça qui va permettre d'unir les identités vers une identité européenne? N'est-ce pas un petit peu utopique? Alors, c'est une mesure qui est symbolique, mais qui est le jalon d'une politique beaucoup plus globale. Vous noterez que dans les projets que nous avons pour le programme Erasmus, ça va au-delà de l'échange étudiant, comment dirais-je, de la mobilité des étudiants en Europe, c'est également la mobilité des apprentis. Et cet Erasmus, cette nouvelle génération, si j'ose dire, telle qu'on l'envisage, si on veut tripler les moyens, c'est parce qu'on veut justement aller au-delà du cadre étudiant. Et par définition, rendre l'accès à Erasmus beaucoup plus accessible. Donc je pense que oui, en rendant le dispositif plus accessible, bien évidemment que la citoyenneté européenne ne peut pas reposer que là-dessus, mais c'est une mesure emblématique, bien évidemment. Alors, je suppose que comme vous êtes candidat sur cette liste, La République En Marche, vous êtes pour une réformation de l'Union européenne de l'intérieur, mais certains ne sont pas d'accord avec cette optique, mais candidatent quand même. Que répondez-vous à ces pourfendeurs de l'Union européenne qui disent qu'elle est irréformable de l'intérieur? Moi, ce que je note, c'est que celles et ceux qui vous disent ça sont ceux qui veulent dénoncer les traités,
Je n'ai pas d'exemple dans l'histoire, hormis des exemples guerriers, où on ait pu réformer des institutions en étant en dehors des institutions. C'est quelque chose de complètement incohérent, et je note d'ailleurs que les mêmes partis qui parlent de l'Europe de cette manière parlent généralement dans les débats assez peu d'Europe pour très vite arriver sur des sujets nationaux et voler l'élection européenne aux Européens. J'ai une question écologie. Le glyphosate, on en parle beaucoup. Il n'a pas été interdit au niveau européen. Il a été renouvelé ici en France, alors qu'au départ il était dans un projet de loi. Pensez-vous qu'on aurait dû l'interdire, ce glyphosate ? Le président de la République a été très clair sur cette question. Il va falloir sortir du glyphosate. La question, c'est comment ? Regardez un petit peu ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes. Quand vous conduisez même la plus vertueuse des politiques qui soit, si vous le faites sans prendre en considération la dimension sociale, et si vous ne vous placez pas dans une logique de transition sociale, même la plus vertueuse des politiques est vouée à l'échec. Qu'est-ce qui se passe avec le glyphosate actuellement ? Il y a des solutions techniques, mais qui mettent un petit peu de temps pour se mettre en place, parce que les marchés n'existent pas ou ne sont pas encore aussi structurés que ceux du glyphosate. Comme ce n'est pas aussi structuré, évidemment, ça coûte plus cher. Il ne vous a pas échappé que l'agriculture française, qui occupe le 4e rang mondial, ce n'est pas un petit marché. On est aussi beaucoup tributaire de ces questions de coûts. Donc il faut se poser les bonnes questions. Est-ce qu'il vaut mieux se donner 3 ans, 5 ans, pour faire les choses, pour accompagner socialement et économiquement cette transition et être sûr qu'une bonne fois pour toutes, on laissera le glyphosate derrière nous ? Ou est-ce qu'il faut le faire à marche forcée, en créant les crises que vous pouvez imaginer ? Je rappelle qu'il y a un exploitant agricole qui se donne la mort aujourd'hui en France. C'est quelque chose de dramatique. Donc est-ce qu'il faut accroître cette crise sociale pour finalement, au bout de 2 mois ou 3 mois, revenir en arrière ? Et c'est la meilleure façon pour se retrouver dans 20 ou 30 ans encore avec du glyphosate. Donc nous procédons sur cette question avec méthode et nous sortirons du glyphosate dans une transition qui sera à la fois économique et sociale. J'ai une toute dernière question. Pascal Canfin, ancien président de la WWF et le second sur votre liste, il avait déclaré sur France Inter au lendemain de son annonce qu'il avait choisi la République En Marche parce que de la gauche à la droite, c'était jusqu'à la République En Marche qu'il était possible de parler d'écologie. Et donc, si on veut ce changement systémique, est-ce que vous croyez qu'une seule liste, composée de 6-7 personnes qui seront élues dans un parlement de centaines de parlementaires, suffiront tout seuls à imposer ce changement systémique ? Si la réponse est oui, alors effectivement, personne d'autre n'a besoin de faire le job. Donc pour voter écologiste, il faut voter LREM plus que ELV. Non, il y a la bonne nouvelle, la très bonne nouvelle, c'est que si le climat c'est important pour vous et les jeunes c'est important pour les opinions publiques sont en train de bouger massivement, eh bien vous avez plusieurs options et tant mieux parce que c'est ça la démocratie et ça garantit que que soit, je vais pas dire quel que soit parce que ce que je viens de dire est vrai jusqu'à une certaine limite. J'exclus LR, j'ai regardé le programme de LR, des Républicains. Une seule proposition à la 31e place, totalement marginale. Comment est-ce que vous allez la frontière aujourd'hui entre ceux qui disent l'écologie c'est central et ceux qui disent en fait on continue comme avant, elle passe entre à droite d'En Marche et en gros à gauche des Républicains. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne chose que les écolos sortent un petit peu de leur parti et ne restent pas qu'entre écolos et aillent voir ailleurs dans d'autres partis, parfois plus à droite de l'échiquier politique ? Vous voyez bien ce qui se passe ? Si on est en train non plus de parler d'écologie un peu comme un dogme, un peu comme une idée, mais de transition écologique. Et en parlant de transition, on soulève, si j'ose dire, tous les enjeux sociaux, sociétaux, macro et microéconomiques. C'est bien justement qu'on a réussi à sortir l'écologie
d'un dogme, et c'est bien parce qu'on a réussi à sortir l'écologie du monopole, si j'ose dire, d'un parti politique. L'analyse que fait Pascal Canfin, elle est très factuelle. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup d'être venu sur cette chaîne et à bientôt sur Byzance pour une nouvelle vidéo.